La ruse et la force, une autre histoire de la stratégie. Alors ce livre, si je dois résumer l'intention qui, en une phrase, si je dois résumer l'intention qui l'anime, c'est d'essayer en quelque sorte de réhabiliter la ruse qui, à mon sens, dans le domaine de la stratégie militaire, a été, disons, peu traitée ou peu valorisée, en tout cas parmi les historiens de la guerre, par rapport à la force. Aussi parce que la ruse, et ça me permet d'emblée de proposer une définition, puisque je suis face à un auditoire d'étudiants, j'ai des étudiants au quotidien, donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et que j'aime faire. La ruse a un statut plus ambigu que la force. Si on doit définir la force, on a à l'esprit deux choses. La force comme capacité physique, la force du soldat qui se déploie physiquement, matériellement sur le champ de bataille, mais la force, c'est aussi, et je reviendrai pour cela à la Grèce antique pour le caractériser. Vous avez vu que sur la couverture, il y a la représentation d'un cheval qui est le cheval de Troie, incarnation de la ruse de guerre, et cheval de Troie dont l'image est empruntée au film du même nom, Troie, que vous connaissez peut-être, qu'en tout cas j'avais regardé dans ma prime jeunesse. Et donc la force, c'est la force physique du soldat, et c'est aussi une vertu. Le soldat est fort au sens où il est courageux, il est vertueux, il est honorable. L'honneur du soldat est un élément fondamental. Autrement dit, d'emblée, le terme de force associe à la fois le physique et le moral, le matériel et le psychologique. Et donc la force est ce qui définit le soldat, et donc on peut aisément comprendre pourquoi, au fond, la pensée militaire et les historiens de la guerre, les militaires eux-mêmes, ont insisté et insistent toujours sur la centralité et la primauté de la force. La ruse, elle, a un statut beaucoup plus ambigu. La ruse, bien sûr, peut être connotée positivement parce qu'elle reflète, ou elle incarne, ou elle symbolise l'intelligence. Être rusé suppose d'être avisé, intelligent, et de savoir régler un problème ou de savoir vaincre dans un duel, non pas en utilisant donc la force, mais à l'inverse en utilisant son ingéniosité, sa ruse. Les exemples dans la culture populaire sont très nombreux, des victoires par ruse. Pensons par exemple aux ruses du petit Pousset dans l'imaginaire des contes, ou aux ruses du renard. Évidemment, vous avez cité le titre de ma thèse, le renard l'emporte toujours par la ruse. On a évidemment aussi l'image en tête de la fable de La Fontaine, où le renard parvient à ruser pour obtenir le fameux fromage. La ruse, c'est donc l'intelligence, donc a priori rien de très négatif, et pourtant la ruse, si nous devons la définir, c'est aussi une forme de tromperie. On le voit bien à travers l'attitude double du renard. Le renard est intelligent, certes, mais il est aussi trompeur, et il trompe en quelque sorte sa victime. Il l'emporte en le trompant, en le surprenant, en le déstabilisant. Et donc la ruse a cette ambivalence de fasciner. La ruse fascine parce qu'elle dénote l'intelligence, mais elle effraie aussi parce qu'elle dénote la tromperie. Alors d'où vient et donc si on doit définir la ruse sur le plan militaire ensuite, on a à l'esprit cette ambivalence. La ruse, c'est à la fois l'intelligence du stratège, c'est quelque chose qui dénote sa manière de prendre un peu de recul par rapport aux grands problèmes et de trouver des solutions qui soient les plus ingénieuses possibles. L'exemple typique, j'y reviendrai dans quelques instants, étant le cheval de Troie, imaginé par le fameux Ulysse, dont je parlerai dans quelques instants. Et puis, la ruse, c'est aussi, non pas simplement une forme d'intelligence, mais un procédé tactique consistant, et c'est la définition que je donne, à dissimuler et à tromper l'ennemi pour provoquer chez lui la surprise et donc la panique.
L'exemple typique de ruse, c'est évidemment le cheval de Troie, en matière en tout cas de guerre, de défense, de stratégie. Cheval de Troie, dont nous connaissons l'épisode grec, non pas par les Grecs eux-mêmes, non pas par Homère, qui évoque simplement par allusion dans l'Iliade et l'Odyssée, dans ses épopées, le cheval de Troie, mais essentiellement par Virgile, bien plus tard, auteur latin bien plus tardif. Mais le cheval de Troie est en quelque sorte donc une ruse archétypale ou une ruse fondatrice, au sens où cette ruse incarne ce qu'est véritablement la ruse. Pourquoi ? En quoi consiste cette ruse ? Et je commencerai par là. La guerre de Troie est une guerre interminable, relatée par Homère, entre Grecs et Troyens. C'est une guerre de force qui se déroule sur des champs de bataille, sur des plaines dégagées, à l'écart des cités. Les combats qui ont eu lieu pendant des années, Homère suggère dizaines d'années, ces combats n'ont pas permis de déterminer un vainqueur. Et côté grec, vous avez un soldat plus faible, plus malingre, avec une réputation moyenne, qui est Ulysse, qui suggère de régler en quelque sorte cette guerre par un stratagème, par une ruse. Cette ruse consiste à construire un cheval de bois qui est présenté par les Grecs aux Troyens comme signe d'apaisement pour apaiser la colère des dieux. Parce que les dieux ont été, disons, effarouchés ou vexés en quelque sorte, pour employer un vocabulaire contemporain, par cette guerre qui finalement a fait couler le sang et qui n'a rien donné. Et donc le présent vise à apaiser en quelque sorte la situation entre Grecs et Troyens et à apaiser aussi la colère des dieux. Mais c'est une ruse, c'est-à-dire que l'intention véritable qui est à l'œuvre n'est pas d'apaiser la guerre et d'aller vers la paix, mais de l'emporter. Et donc, les soldats sont logés dans le cheval, et les Troyens eux-mêmes, évidemment les Troyens ne le savent pas, et les Troyens délibèrent pour savoir s'il faut accepter ce cheval. Et vous avez ces épisodes mythologiques, je m'y arrête parce qu'ils sont très importants pour comprendre, y compris les choses actuelles. Hein, c'est un peu le principe de ce livre que de parler de l'Antiquité pour comprendre le présent. Eh bien, vous avez ceux qui disent non, il ne faut pas accepter le cadeau, car il y a une intention malsaine derrière tout ça. C'est Cassandre. Cassandre qui annonce le malheur qui arrivera sur les Troyens s'ils acceptent le cadeau. Et puis d'autres qui disent nous ne pouvons pas refuser ce cadeau car les dieux seront encore plus en colère. Finalement, le cadeau est accepté, le cheval de Troie entre et vous savez la suite. Les soldats grecs s'emparent de la ville de nuit, par surprise. Dissimulation des soldats, tromperie sur l'intention qui préside au cadeau, surprise dans l'effet qui est provoqué par cette ruse de guerre. Nous avons là un épisode qui va en quelque sorte alimenter non seulement l'imaginaire, mais aussi la culture de la guerre. Alors vous allez me dire, oui, cet épisode archétypal montre bien que la ruse joue un rôle important dans notre imaginaire de la guerre et que la ruse, loin d'être placée en arrière ou loin d'être mise au rebut, est au contraire mise en avant. En réalité, et c'est pour ça que j'ai commencé par là, la ruse, la victoire par ruse a un statut qui est un statut toujours ambigu. C'est une victoire qui est considérée comme une victoire volée en quelque sorte. C'est une victoire qui n'est pas juste d'une certaine manière parce qu'elle n'a pas été permise par un affrontement juste en face à face.
Comment cette ambivalence est-elle mise en scène par Homère? À travers cet épisode, bien sûr, mais aussi à travers deux soldats, deux figures, que sont Achille, le soldat fort, vertueux, qui regarde l'ennemi dans les yeux, qui regarde aussi sa propre mort arriver comme une belle mort, parce que précisément c'est une mort au combat. C'est véritablement l'incarnation de la force, mais une force qui mène à la mort, une mort certes valeureuse, honorable, courageuse, mais une mort quand même. Ulysse, à l'inverse, n'a pas du tout ces qualités de force. Il est, je l'ai dit, malingre, il est roublard, il est trompeur, il est menteur, et pourtant c'est lui qui permet, et c'est même grâce à cela, qu'il permet la victoire des Grecs. Autrement dit, Achille est l'incarnation du soldat, alors que Ulysse, dans l'ère occidentale du moins, est le premier stratège. Le premier stratège, au sens où c'est celui qui mobilise ses troupes, qui déploie un plan de guerre pour l'emporter. Car Ulysse, comme tout stratège, recherche la victoire, et par ailleurs, vous le savez si vous avez lu ces deux épopées, Ulysse est plus que tout attaché à sa vie, à sa famille, et donc la victoire militaire est pour lui un moyen de retrouver les siens au terme d'un parcours que vous savez long. Alors, j'ai pris du temps au début de cette conférence pour vous raconter cette histoire, parce qu'elle est fondamentale. C'est un scénario originel, qui en quelque sorte va infuser et se diffuser dans toute l'histoire de la stratégie. Et l'autre histoire de la stratégie que je propose, disons, périodise et analyse l'ensemble de l'histoire occidentale, en tout cas d'un certain nombre d'épisodes, à partir de cette thématique. D'abord, quittons la mythologie et restons, c'est la première partie de mon propos, sur ce que j'appelle dans le livre la partie formation. D'où vient en quelque sorte la stratégie? D'où vient cette démarche intellectuelle que j'ai caractérisée à l'instant par le mythe? Eh bien, elle vient d'un moment fondateur qui commence avec l'historien grec Hérodote, 6e, 5e siècle avant notre ère, et s'achève avec deux autres auteurs, Thucydide et Xénophon. Et en fait, vous avez là des guerres fondamentales qui vont en quelque sorte donner le ton. La distinction entre la ruse et la force, ou ce que j'ai appelé donc la distinction entre le stratège et le soldat, vous allez la voir dans les grandes guerres contre les Perses, guerre médique, ou à travers la guerre du Péloponnèse entre Grecs, entre Spartiates et Athéniens. Une guerre, en particulier la guerre du Péloponnèse, qu'on qualifie parfois, et c'est assez intéressant, de première guerre totale de l'histoire. Vous savez que le concept de guerre totale caractérise la Première et la Deuxième Guerre mondiale, où tous les moyens de la nation ont été mobilisés pour faire la guerre. La guerre du Péloponnèse elle-même est une guerre qui implique l'ensemble de l'espace grec et où l'espace grec s'entre-déchire. Que se passe-t-il? Eh bien, vous avez deux types de guerres qui se mènent pendant deux types de combats qui se mènent pendant cette guerre du Péloponnèse entre Spartiates et Athéniens. Cette guerre est fondamentale car c'est la première guerre dont nous avons un témoignage absolument complet à travers Thucydide et qui exprime les principales motivations des guerres. Là aussi, on croit souvent réinventer la poudre lorsqu'on analyse les conflits actuels, si j'ose dire réinventer la poudre, lorsqu'on analyse les conflits actuels. Et pourtant, Thucydide lui-même identifie trois grands motifs de guerre. Est-ce que vous les connaissez? La peur, la crainte, l'intérêt et la gloire ou le désir de puissance. Ces trois motifs fondamentaux, selon lui, déterminent un conflit d'hégémonie entre deux cités qui veulent être hégémoniques, qui veulent être hyper puissantes, que sont Sparte,
la cité militaire, et Athènes, la cité démocratique, qui entend exprimer la supériorité de son régime politique sur le régime militaire spartiate. Deux ambitions qui s'affrontent, et aussi deux manières de combattre. La force de l'hoplite, H-O-P-L-I-T-E, à bien orthographier, et qui caractérise le soldat d'infanterie lourdement armé d'un bouclier, hoplé, qui a donné le mot hoplite, et ce soldat donc fait une guerre de force dans une phalange, c'est-à-dire un groupement de soldats qui se réunissent et qui se protègent par le bouclier et qui affrontent l'ennemi en face à face lors de batailles plus ou moins décisives. Ça, c'est la guerre idéale des Grecs, en quelque sorte, la réminiscence des duels tels qu'ils sont décrits par Homère. Et puis vous avez une guerre de ruse, qui, elle, est racontée par Thucydide en filigrane. Une guerre que d'aucuns qualifieraient aujourd'hui d'hybride, d'asymétrique, d'irrégulière, une guerre de nuit, une guerre qui utilise le renseignement, l'intoxication, la ruse donc, dans tous ces aspects où il ne s'agit pas d'affronter l'ennemi par la force, mais par l'intelligence. Et nous avons des récits absolument magnifiques de Thucydide, notamment des expéditions de Démosthène, le stratège, pas l'orateur, qui s'adapte à un ennemi montagnard. Qui, si vous pouviez éviter de regarder vos téléphones, ce serait une bonne idée. Je l'interdis à mes étudiants, donc je le fais aussi aujourd'hui ici. Des peuples montagnards, donc, qui parviennent dans un premier temps à mettre en échec la force des Athéniens. Et Démosthène, c'est ce que explique Thucydide, s'adapte à un ennemi montagnard qui va utiliser des ruses de guerre à défaut de disposer de la force. Autrement dit, à travers cet exemple de la guerre du Péloponnèse, on s'aperçoit que la ruse est souvent l'arme du faible, que le fort n'est pas incité à utiliser la ruse, qu'il va simplement l'utiliser lorsqu'il sera obligé de s'adapter à un contexte stratégique qui l'oblige en quelque sorte à se situer au niveau de l'ennemi. Si je raconte cela, si ça peut sembler éloigné dans le temps, vous voyez bien que les conflits actuels, que ce soit en Irak, en Afghanistan ou dans d'autres espaces accidentés, je parle ici de relief accidenté, eh bien, montrent bien que la force, aussi puissante, aussi impressionnante soit-elle, ne permet pas toujours de l'emporter. Non que les faibles parviennent à l'emporter, non, mais en tout cas ils parviennent à mettre en échec cette force, comme ce fut le cas donc, lors des interventions occidentales en Afghanistan ou en Irak. Et donc on voit bien que ces leçons stratégiques de l'Antiquité sont tout à fait actuelles. Passons au deuxième point de ce moment de formation, pour ensuite évoquer la modernité dans une deuxième partie. Le deuxième point que je veux évoquer, c'est Rome. Rome, évidemment, qui incarne la cité qui devient empire, cette république qui devient empire par la guerre, cette communauté politique qui est formée par et pour la guerre, et qui donc a une relation encore plus ambiguë que les Grecs à la ruse. Les Romains, il y a toute une rhétorique qu'on trouve dans les sources qui consiste à dire que la ruse n'a rien de romain, ou que les Romains ne sont en rien rusés. Ça, c'est une rhétorique, c'est une idéologie qui est présentée par les Romains eux-mêmes, car les Romains eux-mêmes sont sincèrement attachés à la vertu de force, mais ils ont compris que s'ils veulent, en quelque sorte, que leur ambition impériale n'apparaisse pas comme trop arrogante, ou comme trop, disons, comment dirais-je, trompeuse en quelque sorte, ils doivent, d'une certaine manière, dissimuler leur force derrière un discours consistant à légitimer leur guerre. Ce qu'on appelle, dans le vocabulaire contemporain, mais en réalité c'est une invention romaine, la guerre dite juste. La guerre juste est une invention romaine qui consiste à dire, de la part des Romains,
Si nous faisons la guerre contre tel ou tel peuple, ce n'est pas pour les conquérir, ce n'est pas pour devenir un empire, c'est simplement parce que ces peuples nous menacent. Et donc, la guerre devient, aussi étonnant que ça puisse paraître, un moyen de défense, et on parle à propos de Rome, les historiens l'ont bien identifié désormais, d'un impérialisme défensif. Alors, qui évidemment est une contradiction dans les termes. Quelle est la place de la ruse? Eh bien là, on voit que les Romains, encore plus que Démosthène, le grec, ont su s'adapter. L'exemple typique, c'est celui de la deuxième guerre punique, donc, contre le fameux stratège Hannibal. Hannibal est un stratège qui se caractérise par sa ruse et qui va d'autant plus utiliser la ruse contre les Romains lors d'une série donc au IIe siècle avant notre ère, de 4 batailles. Il va utiliser la ruse et l'emporter dans 4 batailles de suite, parce qu'il sait très bien que s'il affronte l'ennemi en face à face, il n'aura que peu de chance. Et donc il met en place des ruses consistant à, par exemple, amener les troupes romaines dans des guet-apens, en utilisant des méthodes d'intoxication pour, en quelque sorte, manipuler l'adversaire. Les Romains, dans un premier temps, et donc au cours de ces 4 batailles, refusent d'entrer dans le jeu d'Hannibal. C'est-à-dire continuent à vouloir, si j'ose dire, même si c'est anachronique, utiliser la grosse artillerie, c'est-à-dire déployer leurs forces, déployer en l'occurrence plutôt leur légion. Ils le font et ils perdent. Ils perdent alors qu'ils sont supérieurs techniquement, militairement, numériquement. Et vient à ce moment-là un stratège à la fin de la deuxième guerre punique qu'on appelle Scipion l'Africain, dont nous avons plusieurs témoignages dans les sources. Et Scipion l'Africain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comprendre que si les Romains veulent l'emporter, ils doivent s'adapter. Mais en même temps, comment s'adapter et comment utiliser la ruse, alors que la ruse n'a rien de romain, alors que la ruse est rejetée moralement par les Romains? Eh bien, les Romains vont être à l'origine d'une distinction qu'on trouve encore aujourd'hui en droit de la guerre, en droit des conflits armés, entre la ruse de guerre licite et la perfidie prohibée. Nous pourrons revenir, si vous le souhaitez, sur la signification aujourd'hui en droit de cette distinction, mais pour les Romains qui inventent cette distinction, la chose est très simple. La perfidie, c'est la perfidie. La ruse prohibée, c'est la ruse de l'ennemi. C'est la perfidie punique. Le mot punique étant, qui caractérise le mot que les Romains utilisent pour parler des Carthaginois, étant péjoratif. Et donc c'est celui qui est de l'autre côté de la Méditerranée et qui, en quelque sorte, ne respecte pas les règles de la guerre juste, et qui donc fait la guerre par la ruse, qui est perfide par nature. Alors que les Romains, évidemment, c'est le discours là des Romains que je donne, et non pas une appréciation de ce discours. En échange, les Romains disent, face à cette perfidie que nous devons condamner, nous utilisons la ruse parce que nous n'avons pas le choix, que nous sommes amenés sur ce terrain par les Carthaginois. Et donc là, nous avons un élément essentiel du discours de la guerre juste, qui consiste à dire que la ruse, ça c'est très important, n'est pas simplement un procédé que les uns et les autres vont utiliser, c'est aussi un stigmate. Le fourbe, le fourbe, l'oriental fourbe, toutes ces représentations qui vont être générées par le discours de la guerre vont alimenter l'idée que la ruse, ce n'est jamais moi, c'est l'autre. On a là les deux fondements, les deux piliers de la réflexion sur la guerre. Le pilier grec, le pilier romain. Nous pourrions évoquer le pilier hébraïque. Si vous le souhaitez, on pourra en parler. Juste un mot. Le pilier hébraïque, les guerres de la Bible sont intéressantes parce qu'elles montrent que le fort, Pharaon par exemple, contre les Hébreux, le fort perd face au dieu stratège parce qu'il est en quelque sorte enivré par sa propre force. Et donc les forces de Pharaon, lorsque Pharaon poursuit les Hébreux qui se sont enfuis, qui sont sortis d'Égypte,
lorsque vous savez dans cet épisode où la mer Rouge s'ouvre et finalement se referme sur les Romains, pourquoi les Égyptiens, pourquoi les Égyptiens perdent? Eh bien parce que Pharaon n'arrivait pas à admettre qu'il pourrait être vaincu par un petit peuple qui était le peuple des Hébreux. Je referme la parenthèse, qui est plus qu'une parenthèse, mais enfin, on pourra en parler si vous le souhaitez. La deuxième étape que j'ai identifiée dans le livre, c'est donc la deuxième partie de cet exposé, c'est la période moderne, le passage à la modernité. Comment la ruse négocie en quelque sorte ce passage à la modernité. Là, je voudrais simplement souligner, à travers deux exemples à la fois d'auteurs et de guerre, c'est toujours ce que j'essaie de faire dans le livre, de mettre en relation des grands penseurs de la guerre avec des contextes historiques particuliers. Vous avez deux pôles. Je commence la deuxième partie de ce livre avec Machiavel, penseur de la ruse s'il en est, et je la termine avec Clausewitz de la guerre, l'auteur du principal traité militaire, donc qui est, j'y reviendrai, un soldat prussien qui va être amené à écrire sur la guerre. Machiavel écrit au début du XVIe siècle, c'est-à-dire dans un contexte de guerre qui est celui des guerres d'Italie. Guerre d'Italie qui montre la toute-puissance des Français et des Espagnols contre une Italie divisée en différentes cités et où le pape joue un rôle trouble à la fois de chef politique et de chef religieux. Nous sommes en plein dans ce que Léo Strauss a appelé la querelle théologico-politique. Je mets ça de côté, c'est un problème sans doute en soi. Que dit Machiavel? Que dit Machiavel? Il dit, au fond, que ce savoir de la ruse, hérité des anciens, hérité des Grecs, hérité des Romains, ce savoir de la ruse, de cette ruse qui, dans le cas romain, ne se voit pas, ou se présente sous le visage, le masque plutôt de la vertu de force, cette ruse dissimulée par la force. Donc ce savoir de la ruse, ce savoir objectif, et cette idéologie qui est exprimée par les Romains, eh bien, doivent en quelque sorte constituer les aiguillons de ce qu'est le savoir du gouvernant, le savoir du prince. Machiavel opère une transgression majeure aux yeux des chrétiens et de la pensée humaniste de son époque. Il considère que ce que le stratège apprend et développe à la guerre constitue l'essence de l'art de gouverner. Et donc, il fait de la ruse un savoir politique. Il importe la ruse en politique, et donc j'emploie cette expression. Il politise la guerre, il fait de la guerre la question centrale de la science politique, alors que les philosophes antiques considéraient la guerre comme un problème beaucoup plus que comme un point central, ou comme quelque chose de secondaire par rapport à ce qu'est la cité, le régime de la cité. Machiavel, lui, fait des relations internationales et de la guerre le sujet politique central, car sans capacité de défense, sans ce qu'on appelle aujourd'hui encore défense nationale, eh bien, il n'y a pas de cité. Et donc, face à des menaces qui sont à la fois externes et internes, le gouvernant, qu'on soit en république ou en monarchie, ce que Machiavel appelle les principautés, eh bien, le gouvernant doit combiner la ruse et la force. Et vous connaissez bien, j'imagine, en tout cas chez Machiavel, ce fameux chapitre 18, où Machiavel explique que le prince doit être renard pour éviter les pièges et lion pour effrayer les loups. Renard pour éviter les pièges et lion pour effrayer les loups. Les deux qualités que j'ai identifiées en commençant cet exposé, les deux qualités stratégiques, sont les qualités du prince, de ce que Machiavel appelle la virtu du prince, à ne pas confondre évidemment avec la vertu au sens aristotélicien ou chrétien du terme. Évidemment, ce que dit Machiavel ne va pas beaucoup plaire aux chrétiens et aux humanistes de l'époque, et c'est la raison pour laquelle on parle, à propos de Machiavel, de quelqu'un qui a transgressé
un certain idéal moral qui consistait en particulier à distinguer le temps de guerre et le temps politique ordinaire. Pour Machiavel, il n'y a pas de séparation entre le temps de guerre et le temps politique ordinaire, car nous sommes toujours en situation exceptionnelle. Évidemment, tout ça a des implications très fortes, et cela implique donc que Machiavel défend l'idée d'une ruse qui permet en quelque sorte de mettre de l'huile dans les rouages et qui permet au prince, en situation de crise permanente, de se sortir de situations complexes. Inutile donc de dire que Machiavel est le principal défenseur de la ruse dans la pensée moderne. Et c'est celui qui généralise en quelque sorte la stratégie et qui fait de la stratégie non plus simplement une question militaire, mais aussi une question politique. Et puis vous avez à l'autre bout du segment chronologique Clausewitz, Karl von Clausewitz, qui est un Prussien qui a été un jeune cadet, un jeune soldat au moment des guerres révolutionnaires qui opposent la France révolutionnaire aux monarchies européennes et en particulier aux Prussiens, guerres qui vont se poursuivre lorsque Napoléon va échafauder son plan de conquête de l'Europe. Clausewitz est du côté prussien, il est fasciné par Napoléon Bonaparte, il est fasciné par Bonaparte devenant Napoléon, et il va proposer, parce qu'il a comme Machiavel, sa carrière militaire et politique n'est pas brillante, et donc il va consacrer des pages magnifiques à la question de la guerre, considérant que pour Clausewitz, ces guerres de la Révolution, ces guerres de l'Empire, sont des guerres différentes des guerres qu'on a observées par le passé, car la grande différence, pour le dire d'un mot, c'est que les peuples au sens contemporain du terme, et donc les nations au sens contemporain du terme, sont les principales armes, en quelque sorte, des stratèges. On est dans des guerres qui ne sont plus des guerres limitées, ou des guerres à but limité, mais dans des guerres où les passions nationales vont s'exprimer, et où donc les effectifs, par la conscription, la levée en masse décidée par les révolutionnaires, qui va où les troupes vont être beaucoup plus nombreuses. Et donc, à partir de ce constat selon lequel les troupes sont de plus en plus nombreuses, eh bien, Clausewitz va dire que la ruse, telle que les anciens l'ont pensée, est obsolète. Il n'est plus possible, dans les guerres de masse, dans les guerres opposant des centaines de milliers de soldats, il n'est plus possible de tromper l'ennemi. Il n'est plus possible d'utiliser des stratagèmes à grande échelle, comme celui du cheval de Troie. Et donc Machiavel va consacrer quelques pages à la ruse, des pages très pénétrantes, dans lesquelles il va dire que la ruse peut être utile au niveau tactique, c'est-à-dire au niveau, disons, le plus proche du combat, au niveau le plus opérationnel du combat, mais il va considérer que le stratège, au niveau stratégique, au niveau de la planification de la stratégie dans son ensemble, eh bien, que la ruse est non seulement peu efficace, mais qu'elle est inutilement coûteuse en hommes pour des résultats qui sont extrêmement aléatoires. Et donc, la thèse de Clausewitz, c'est de dire que les transformations de la guerre rendent la ruse à la fois peu efficace et peu opérante. Et alors ça, c'est très important, parce que c'est, en quelque sorte, dans le domaine de la pensée stratégique, de la stratégie militaire, la voix de Clausewitz va être beaucoup plus entendue, en quelque sorte, que la voix de Machiavel, qui par ailleurs a une pensée très controversée, ou en tout cas dont les usages sont extrêmement controversés. Machiavel, après tout, est l'un des rares auteurs à avoir associé une insulte ou un terme extrêmement péjoratif à son nom. Ce terme, c'est celui de machiavélisme. Et le machiavélisme, c'est-à-dire en quelque sorte le cynisme en politique ou même dans d'autres domaines, n'est pas véritablement une qualité qu'on attribue aux gouvernants. Et lorsqu'on disait à propos de
François Mitterrand qu'il était le Florentin, ça pouvait dire, ça devait pouvoir dire qu'il était intelligent politiquement, mais ça signifiait aussi qu'il était particulièrement cruel ou qu'il utilisait des moyens particulièrement cyniques. Et ce n'est évidemment pas le seul, je donne l'exemple de Mitterrand, il y en a bien d'autres. Lorsque par exemple De Gaulle dit à Alger « je vous ai compris », évidemment la question se pose de savoir qui a-t-il compris, les Algériens souhaitant l'indépendance ou à l'inverse les Français souhaitant maintenir, et les Algériens souhaitant maintenir l'Algérie française. Évidemment, ce terme ambigu va être associé à une forme de ruse qui n'est pas forcément à la fois où ça suscite l'admiration et en même temps le malaise. Donc machiavélisme n'est pas forcément positif. Clausewitz, lui, à l'inverse, va inspirer beaucoup des stratégies militaires telles qu'elles vont se développer dans la deuxième partie du 19e et au 20e siècle, de sorte que la ruse va tomber un petit peu en désuétude, où on va considérer, en tout cas dans les doctrines, que c'est quelque chose d'amusant, d'anecdotique, mais de pas spécialement efficace. Et pourtant, c'est ma troisième partie, les conflits contemporains, tels que je les analyse donc dans la troisième partie du livre, sont particulièrement, j'allais dire rusés, ou en tout cas on trouve des ruses particulièrement intéressantes dans les guerres contemporaines. Et donc la thèse de Clausewitz selon laquelle la ruse est reléguée ou cantonnée au niveau tactique n'est pas confirmée par l'histoire, elle n'est pas confirmée par la réalité empirique. 3 exemples. Les 2 guerres mondiales, ou en tout cas la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une opération particulièrement connue, qui est l'opération Fortitude, sur laquelle il y a eu pas mal de films, de pièces de théâtre, etc. L'opération Fortitude est une opération imaginée par les services secrets britanniques, avec l'appui de Churchill, consistant à faire croire aux Allemands, et l'état-major allemand, je parle ici de l'état-major allemand, grâce à l'action d'un certain nombre d'agents doubles, dont un certain Garbo, agent espagnol retourné, c'est-à-dire qui était allé voir les Allemands, qui ensuite est allé voir les Britanniques pour finalement jouer à un double jeu permettant d'obtenir des informations du côté allemand. Bref, Garbo, les services secrets britanniques et Churchill ont mis en place un dispositif consistant à intoxiquer l'état-major allemand sur le lieu exact du débarquement, qui, donc l'opération Overlord, a été appuyée par cette opération Fortitude consistant à faire croire que le débarquement aurait lieu dans le Pas-de-Calais, alors qu'en réalité, comme vous savez, il a eu lieu en Normandie. L'enjeu étant de déplacer un maximum de troupes allemandes du côté du Pas-de-Calais pour déplumer en quelque sorte la Normandie. Et l'opération Overlord a été une opération réussie, en partie, pas seulement, grâce à la ruse. Autrement dit, au niveau opératif, au niveau d'une planification d'état-major, donc au niveau opératif et stratégique, la ruse a été extrêmement utile. La ruse consistant donc à, par exemple, c'était très impressionnant, cette opération Fortitude, à mobiliser une fausse armée, l'armée du général Patton, général américain, à qui on va demander de diriger une fausse armée avec de faux chars, de faux soldats, qui va être déployée dans les eaux britanniques. Et Patton, d'ailleurs, c'est relaté dans les films ou les pièces de théâtre qui relatent cet épisode, disent on me met là pour donner le sentiment que mon armée est une vraie armée, mais moi je me retrouve à la tête d'une armée fantoche et je suis au fond au 2e loge. Je ne suis pas au combat et en quelque sorte on me méprise. Mais précisément, si les Britanniques avaient choisi Patton, c'était pour donner une crédibilité au stratagème. Donc tout cela est fascinant et s'inscrit dans une dynamique au sein des états-majors occidentaux et en particulier britanniques qui consiste à dire que la ruse n'est pas seulement une qualité individuelle du stratège, mais qu'elle peut être institutionnalisée. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on va déployer des bureaux, notamment les Britanniques, la Force A, qui est une opération, un groupement formé d'agents secrets, donc le renseignement joue un rôle fondamental, qui vont en quelque sorte
préparer des intoxications qui vont appuyer l'usage de la force. L'opération Fortitude étant un bon exemple, mais nous avons aussi d'autres opérations comme l'opération Mincemeat, une opération aussi bien connue de la Deuxième Guerre mondiale, où les Britanniques vont utiliser le corps d'un cadavre récemment décédé et vont le maquiller en cadavre de soldat et vont mettre des plans supposément stratégiques et secrets dans ce cadavre. Ce sont évidemment de faux plans qui vont être des plans qui vont tromper l'ennemi et qui vont être découverts par les Espagnols. Les Espagnols étant relativement proches des Allemands, donc le cadavre va être livré aux Allemands. Et les Allemands vont être trompés par cette opération d'intoxication, etc., etc. Et en fait, déjà pendant la Première Guerre mondiale, où vous avez eu un certain nombre d'opérations d'intoxication en Palestine par le général Allenby, puis surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, où vous avez cette institutionnalisation de la Russe qui va s'opérer, et bien en réalité, ces deux conflits mondiaux, où l'on dit que ces conflits ont été des conflits de force, de déploiement total de la puissance, oui, effectivement, mais en réalité, la ruse a permis de démultiplier les effets de la force et a été extrêmement utile. Deuxième exemple, le nucléaire. Alors, évidemment, le nucléaire, on peut en reparler si vous voulez, je vais être assez rapide. On peut penser que, à travers les exemples d'Hiroshima et de Nagasaki, que l'arme nucléaire, c'est l'arme de force par excellence. Pas de doute là-dessus. Et d'ailleurs, Bernard Brody, un des grands théoriciens de la dissuasion nucléaire, dit à propos de l'arme nucléaire qu'elle est l'arme absolue. Pas de mot plus clair. Et pourtant, c'est précisément parce que l'arme nucléaire fait peser le risque de l'autodestruction et le risque d'une montée aux extrêmes, expression de Clausewitz, particulièrement inquiétante. Et donc, c'est l'inquiétude de l'apocalypse, en quelque sorte, qui va inciter les états-majors, les stratèges, les politiques à considérer, à prendre au sérieux les doctrines et à élaborer les doctrines de dissuasion nucléaire. C'est-à-dire une force qui n'est plus une force déployée, dont on a vu les effets funestes à Hiroshima et Nagasaki, mais une force qui est avant tout une menace, qui vient en quelque sorte menacer plutôt que attaquer directement. Et donc, qu'est-ce qui reste? Si la force n'existe pas, il reste le bluff, il reste l'action psychologique, il reste les services de renseignement qui vont jouer un rôle décisif, immortalisé là aussi par les livres, les films, et voilà, et en particulier les James Bond, où on voit bien toutes les ruses, à la fois les plus tactiques, les plus gadgets et les plus stratégiques à l'œuvre. Et où donc, entre les soviétiques et les américains, s'est opéré un jeu où la confiance minimale le disputait à l'intoxication la plus perfide, si j'ose dire. Mais simplement, cette guerre était, pour l'essentiel, ou en tout cas pour une bonne part, une guerre secrète qui se combinait avec des conflits qu'on qualifie, sans doute à tort, de périphériques. Troisième et dernier exemple, notre situation. La situation où le terrorisme constitue en quelque sorte la menace principale, ou en tout cas un enjeu essentiel. Que se passe-t-il? Je l'ai dit en commençant, les Occidentaux, les démocraties occidentales, sont amenés, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, à se déployer sur des théâtres extérieurs où ils emportent des victoires militaires, des succès tactiques, parfois plus que tactiques, mais où le succès politique n'est pas au rendez-vous. Où la force ne permet pas de remporter la victoire. Car du côté de ceux qu'on appelle rebelles, insurgés, terroristes, en réalité, la victoire militaire n'est pas nécessaire. Ce qu'il importe, comme le dit Raymond Aron, c'est de survivre. Survivre, c'est vaincre. Et évidemment, la durée de ces opérations militaires a fait qu'au bout d'un moment, on a observé, aux États-Unis notamment, mais aussi ailleurs, ce qu'on appelle la fatigue de la guerre. Le fait qu'à un moment donné, les opinions publiques ne sont plus prêtes à défendre la guerre, ne voient pas l'intérêt de telles guerres, de telles interventions qui finalement aboutissent à des résultats incertains.
Qu'est-ce que fait l'insurgé, le terroriste sur le terrain? Il harcèle l'ennemi, il essaye de le surprendre, il le piège dans des guet-apens, des embuscades, comme par exemple la funeste embuscade d'Ouzbine, où plusieurs soldats français ont été tués dans la vallée d'Ouzbine, lors de l'intervention en Afghanistan. Cette lutte contre le terrorisme est donc une lutte qui passe par des opérations extérieures, mais qui passe aussi par des attentats qui se déroulent sur le territoire national, dans les démocraties elles-mêmes. Ces attentats, l'attentat terroriste, comme le dit Gérard Chaliand, c'est l'arme du faible, c'est l'arme de celui qui n'a pas les moyens d'affronter directement l'ennemi et qui frappe au cœur des populations, parce qu'en quelque sorte, il sait que c'est le minimum d'investissement pour le maximum de dégâts. Le 11 septembre, les attentats du 11 septembre étant l'exemple typique de cette méthode, en quelque sorte, de ce mode d'action, puisque moi je définis essentiellement le terrorisme comme un mode d'action, je l'analyse sur le plan stratégique. Qu'ont fait les terroristes du 11 septembre? Ils se sont dissimulés, ils ont pris l'aspect, l'apparence d'occidentaux, ils ont trompé sur leur véritable identité, ils ont même fait des opérations de chirurgie esthétique pour disparaître en quelque sorte de la circulation. Ils ont trompé en quelque sorte l'ennemi sur le lieu même de sa puissance, au Pentagone, sur les Twin Towers, et probablement, si ça avait eu lieu, sur la Maison Blanche. Et donc, le phénomène du terrorisme est étroitement lié à la ruse, à la fois parce que la ruse est l'arme du faible, et aussi parce que, d'une certaine façon, le fort est d'autant plus vulnérable qu'il est attaqué sur un terrain surprenant auquel il ne s'attendait pas. Et donc, face à cela, que faire? Évidemment, je n'ai pas de solution à vous proposer. C'est pas encore que je travaille pour le ministère des Armées, donc je devrais pouvoir proposer des solutions. Mais en tout cas, l'enjeu, c'est de prendre conscience que la stratégie, pour finir, c'est pas simplement la puissance militaire, c'est pas simplement la supériorité technologique. La stratégie, c'est une science qui est fondée sur deux piliers, la ruse et la force, je l'ai dit, mais aussi sur deux autres principes. C'est une forme d'action. Être stratège, c'est agir pour vaincre. Mais c'est aussi, et je m'excuse si ce propos peut être considéré comme provoquant, mais je le dis à la fin, c'est faire preuve d'empathie. Non pas d'empathie pour considérer que l'ennemi a raison de faire ce qu'il fait, bien entendu, non. Mais gagner la guerre suppose, et Scipion l'Africain avec Hannibal nous l'a montré, suppose de se mettre dans les lunettes de l'ennemi, dans les chaussures de l'ennemi, dans les habits de l'ennemi, pour comprendre sa logique et comprendre la manière dont il réfléchit, dont il pense, dont il agit. Et donc, ce n'est pas l'accumulation de la force qui nous permettra en quelque sorte de vaincre dans la lutte antiterroriste, c'est la combinaison d'une puissance, d'une force assumée et d'une ruse au sens d'une intelligence stratégique qui fait de la stratégie une science de l'autre. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant passer à une phase de questions. Tout d'abord, bonjour et merci beaucoup pour cette conférence, elle a été très intéressante. Donc du coup, j'ai une question qui risque un peu de virer dans le polémique. Donc notamment, désolée. Donc que pensez-vous de l'association établie, à tort ou à raison, entre la Russie et la démocratie? Ou autrement dit, que pensez-vous d'une éventuelle hypothèse qui rapprocherait au fait l'institutionnalisation de la Russie, qui aurait peut-être déteint sur la notion de démocratie? Merci. Merci beaucoup, c'est une très bonne question. En fait, précisément, la ruse entretient des relations un petit peu, j'allais dire conflictuelles, mais en tout cas difficiles avec la démocratie, puisque la démocratie, c'est le régime, pour parler le langage d'Habermas, de la publicité.
publicité, les élections sont à la fois libres et mettre en compétition pacifique des candidats qui rendent publiques des opinions et qui débattent de la manière la plus rationnelle possible, c'est pas toujours le cas, mais enfin, c'est l'idée. La démocratie est fondée sur la confiance entre les citoyens, sur la confiance aussi dans l'état de droit. Donc tout un tas de principes, même parfois on parle de transparence. On parle beaucoup aujourd'hui, on le voit à travers la loi 2016 de déontologie, d'une transparence nécessaire, en particulier des gouvernants, des élites, etc. Donc on voit bien que tout ça n'est pas très compatible avec la ruse. Et c'est toute la difficulté, c'est-à-dire que, et c'est ce qui aussi montre la relation difficile entre la démocratie et la guerre aussi de manière générale. C'est-à-dire que la démocratie, c'est le temps ordinaire du débat, de la contradiction argumentée, etc. Et donc de la confiance entre citoyens, alors que la guerre, qu'elle soit civile ou extérieure, c'est le temps de la défiance, de l'affrontement, etc. Et donc, mais cela dit, et c'est ce que montre bien Raymond Aron, la ruse, la démocratie a besoin d'être forte, elle a besoin de se renforcer si elle est atteinte. Par exemple, en matière terroriste, il faut que les démocraties puissent ne pas être dupes des attaques qui peuvent être faites. Aujourd'hui, on parle beaucoup de guerre hybride, de guerre informationnelle, etc. Donc on voit bien que ce qui est au départ une force de la démocratie, c'est-à-dire la communication, la confiance, l'information, peut aussi être une source de fragilité. Et donc, toute la difficulté, c'est de mettre en place des dispositifs de sécurité, à la fois militaire et de sécurité civile, pour que les démocraties puissent se défendre, sans déroger à leurs principes. On a bien vu que c'était compliqué quand les États-Unis ont été touchés. Il y a eu un certain nombre de réformes liées au Patriot Act, qui étaient des réformes, contrairement à... Enfin, je ne suis pas spécialement un défenseur du Patriot Act, mais je suis contre, par contre, les interprétations, disons, abusives, qui consisteraient à dire que c'est une sorte d'état d'exception permanent. Non, les Patriot Act, c'est un régime juridiquement encadré. De même qu'il y a aujourd'hui des lois pour encadrer l'action du renseignement, mais encadrer en même temps l'action de services qui, par définition, utilisent des moyens qui peuvent, disons, relever par définition du secret et de la clandestinité. Donc on est dans une tension entre l'injonction de publicité, voire de transparence qu'on observe dans les démocraties, et de l'autre, les impératifs sécuritaires. Et les citoyens démocratiques, de ce point de vue-là, sont eux-mêmes dans la contradiction. À la fois à vouloir, à juste titre, comment dirais-je, que la confiance soit là, et en même temps, dans des situations comme on l'a vu au moment des attentats de crise majeure, eh bien, d'être protégé par un État au point de renoncer à un certain nombre de libertés fondamentales. Et donc, on voit bien les débats, par exemple, qu'a fait naître l'état d'urgence. Où en fait l'opinion des citoyens n'est pas aussi claire qu'on pourrait l'imaginer. Si je peux me permettre juste de clarifier quelque chose. Oui. Je ne sais pas si vous avez le micro encore. La question était un peu plus axée sur la notion de démocratie et la scène internationale. C'est-à-dire, après, ce ne sont pas forcément mes propos, mais au sens où il y a de plus en plus d'auteurs qui, par exemple, juste pour citer Rosanvallon par exemple, Oui. qui associent la démocratie avec un double visage. Et c'était plutôt dans ce sens que je posais la question avec le lien de la démocratie et la Russie. Rosanvallon, en fait, explique que oui, que la démocratie, sa grande idée, c'est que la démocratie, c'est pas simplement des institutions électorales, etc. C'est aussi une société démocratique, une vie démocratique et une société qui doit en quelque sorte être autonome et donc assumer une forme de responsabilité sociale. Et effectivement, dans un livre, je pense que vous devez penser à la contre-démocratie, il explique en quelque sorte que l'action de la société peut à la fois favoriser la démocratie, la régénérer, mais aussi constituer une démocratie de blocage. Et donc c'est tout le paradoxe qu'il met en évidence. Bon, il se trouve que Rosanvallon, c'est un de mes profs, et donc c'est des trucs auxquels j'ai été biberonné pendant des années. Bonsoir, merci pour la conférence. Quand vous parlez de l'usage de l'empathie dans la stratégie,
Est-ce que vous ne pensez pas que justement la principale difficulté par rapport au terrorisme, c'est quand on essaie d'être empathique par rapport aux terroristes et donc de se mettre dans leur vision, c'est justement de trouver une rationalité à leurs agissements et donc de définir leur propre stratégie pour définir ensuite la nôtre pour essayer de le combattre. Oui, alors ce que je dis simplement, c'est vraiment assez basique, assez sommaire, c'est de m'opposer à des interprétations qui consistent simplement à souligner le caractère barbare ou fou des terroristes. Je crois que c'est une simplification. C'est-à-dire qu'on peut évidemment considérer que certains terroristes, certains individus sont atteints mentalement, etc. Mais je ne crois pas qu'on puisse tout expliquer par des dérives d'ordre psychiatrique. C'est trop facile. Et expliquer par exemple que les terroristes prennent du Captagon pour, en quelque sorte, une sorte de drogue qui permet de faciliter le passage à l'acte. Bien sûr, ces choses-là existent, mais je crois qu'on passe à côté de l'essentiel, qui est précisément l'essentiel de la réflexion stratégique. Et ce qu'a bien mis en évidence Machiavel, même si sa pensée est ambiguë, c'est de voir la dimension politique qu'il y a derrière. Et le fait que, même si ça nous fait mal de l'entendre, il y a une intention politique, il y a une volonté politique. Il y a, dans certains cas, un discours idéologique plus ou moins articulé, qu'on peut trouver dans des textes, etc. Et donc, après, on peut avoir des jeunes qui sont manipulés, qui sont dans des situations de souffrance sociale, ou des situations où ils sont manipulés. Oui, mais de là à ne pas voir qu'il y a quelque chose comme une stratégie, à la fois sur le plan politique et sur le plan, disons, militaire ou sécuritaire, c'est à mon avis se fourvoyer. Donc ce que je dis, c'est très simple, c'est qu'il faut prendre au sérieux de cette stratégie de l'ennemi. On a, pendant des siècles, mais de manière, je veux dire, qui n'est pas la surenchère. Hein. Il ne faut pas non plus tomber dans les surenchères sécuritaires. Il faut simplement prendre au sérieux l'ennemi comme on l'a fait. Et c'est la meilleure manière d'approcher rationnellement les choses, justement. C'est de se dire, il y a des passions à l'œuvre, aussi bien dans les démocraties que chez les terroristes, mais il y a aussi une rationalité à l'œuvre, une rationalité stratégique. Et donc, je crois que c'est un moyen important de remettre un peu les pieds sur terre et de ne pas succomber à la panique morale qui, à juste titre, et pour des raisons bien compréhensibles, s'empare de nous lorsque nous sommes atteints par des attentats. La panique morale, elle est d'abord, pardon, je suis fatigué, une affection, enfin je veux dire une pathologie. Hein. Ensuite, elle est bien compréhensible, mais ensuite il faut passer à la réponse. Et je crois que la meilleure manière de répondre, c'est de considérer que l'ennemi a un point de vue, a une stratégie, et que si on veut la détricoter ou la vaincre, eh bien il faut la connaître, et il faut la prendre au sérieux. Et en disant, ce qui est souvent un réflexe politique, barbare, fou, incohérent, etc., on passe à côté non seulement de la caractérisation du phénomène, mais aussi d'une réponse qui soit efficace et juste. Bonjour, donc merci pour votre conférence. Alors Clausewitz disait également la guerre est le prolongement du politique. Et est-ce que je me demandais, est-ce que finalement l'usage de la ruse se fait quand ce sont les chefs militaires qui font la guerre et pas les politiques? Chefs militaires. Parce que par exemple, alors vous parliez de l'Antiquité, moi je vais revenir sur la bataille en moins 331, c'est Gaugamélès. Alexandre le Grand a la possibilité d'attaquer de nuit, il ne le fait pas parce qu'en tant que chef politique, il sait qu'il faut une victoire totale qui soit rayonnante aux yeux de tout le monde. Et donc, pareil, à partir de Clausewitz, ce ne sont plus les chefs militaires qui font uniquement la guerre, mais il y a aussi le politique qui s'en mêle. C'est-à-dire que quand il y a l'image en jeu du dirigeant du pays, on hésite à utiliser cette ruse, alors que quand les chefs militaires la font, par exemple lors de la Seconde Guerre mondiale, le politique avait beaucoup moins sa place. L'objectif final, le seul objectif qu'on avait, c'était la victoire totale. Oui. Il n'y avait plus de dimension diplomatique et politique derrière ça. Donc, je peux vous assurer qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une dimension diplomatique très importante. Par exemple, la manière dont s'est organisée l'occupation de l'Allemagne. On était dans des combats qui continuaient et dans une diplomatie qui était très très forte. Non, y compris pendant les guerres, et les guerres les plus terribles et sanglantes, la diplomatie continue d'agir. Alors après, vous posez une question qui est celle de la répartition des pouvoirs politiques et militaires. C'est une question évidemment classique. Le grand intérêt de Clausewitz,
c'est précisément d'avoir montré que les moyens militaires sont adossés à des finalités politiques. Lorsque j'évoquais tout à l'heure les interventions en Afghanistan, toute la difficulté, c'est que les moyens militaires n'ont pas permis d'aboutir à une finalité politique, peut-être aussi parce que la finalité politique n'a pas été clairement énoncée dès le départ. Faire la guerre à la terreur, c'est quand même un objectif qui est plus moral que politique. Et donc finalement, les militaires ne savaient pas très bien, au fond, quelle était l'intention finale. Mais en même temps, je peux vous assurer que si on prend l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale et l'usage de la ruse, l'institutionnalisation de la ruse dont j'ai parlé, la dimension opérative militaire était profondément adossée à une intention politique qui était liée précisément à ce que Churchill avait dit à propos du sang, de la sueur et des larmes et de la nécessité de faire face à des totalitarismes et aux nazis en l'occurrence. Donc, si vous voulez, dans le cas de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une corrélation très forte entre les moyens qui sont utilisés pour faire la guerre et la menace qui pèse sur les démocraties, la menace totalitaire. Donc là, on est sur une adéquation assez claire. Et je crois qu'aujourd'hui, personne ne remettrait en cause cette nécessité d'une hiérarchie entre le militaire et le politique. Ce qui est vrai, cependant, et ça rejoint un peu la question précédente, c'est qu'en matière de lutte antiterroriste, il faut bien reconnaître que les militaires, même si ce ne sont pas leur cœur de métier, ont une appréciation stratégique peut-être plus fine et plus subtile que le discours politique. Ça, il faut bien le reconnaître. Moi, en tout cas, c'est ce que j'observe. C'est pas parce que je travaille à l'école militaire que je dis ça. Je suis aussi professeur de sciences politiques et j'ai pas pour vocation à dire du mal de la politique, mais il est vrai que le discours politique semble déconnecté des véritables enjeux stratégiques. C'est ce que j'essayais de dire. Et donc, je crois que de ce point de vue-là, on a une sorte d'inversion, c'est-à-dire on n'est plus dans l'espèce de dérive militaire, militariste qu'on a observée pendant les deux guerres mondiales à certains égards, voilà. Mais on est plutôt dans une dérive de surenchère politique où finalement la lutte antiterroriste elle-même n'est pas forcément toujours bien menée et où, fort heureusement, on a des services de renseignement et des troupes qui, elles, sont particulièrement bien formées et relativement efficaces. Mais le politique lui-même est de moins en moins sensibilisé à ce qu'est la guerre. Et ça tient aussi à un effet générationnel, au sens où les gouvernants qui sont aux affaires aujourd'hui n'ont pas connu des climats de guerre et donc sont un peu déconnectés de ces enjeux stratégiques, n'ont pas nécessairement de culture sur ces sujets-là et donc ne sont pas forcément prêts, parce que voilà, vous êtes étudiant, dans tout domaine il faut être formé. Et les politiques comme les autres ont besoin d'être formés. Voilà. Bonsoir. Vous avez utilisé l'exemple du 11 septembre pour montrer la ruse des terroristes. Donc je voulais savoir, est-ce que le fait d'utiliser la surveillance de masse pour lutter contre le terrorisme est forcément voué à l'échec selon vous, car cette dernière n'utilise pas la ruse? Merci. Oui, c'était un peu le message que j'essayais de faire passer, c'est-à-dire que toute la difficulté dans la lutte antiterroriste en matière d'instruments de surveillance, c'est jusqu'où on va dans la surveillance pour éviter, à la fois pour protéger les citoyens et en même temps éviter qu'il y ait une sorte de soupçon généralisé et donc une panique morale d'autant plus forte. Le but du terrorisme, c'est de déclencher la panique morale. Et donc si la réponse consiste à organiser une surveillance telle que la panique morale est décuplée, alors la surveillance n'est pas efficace. Donc en même temps, elle est nécessaire. Donc tout l'enjeu, c'est d'être renseigné sans que ce renseignement soit en quelque sorte contre-productif et créer un climat de défiance dans la population. Puisqu'encore une fois, l'objectif des terroristes, c'est de créer un climat de défiance au sein de la population, de créer des climats de guerre civile. Donc je dirais que dans ce domaine comme dans d'autres, c'est une question de mesure et qu'il faut réfléchir à la légitimité des moyens qu'on utilise sans tomber, encore une fois, ni dans le tout sécuritaire, ni dans l'illusion que la technologie, parce qu'en matière de surveillance, la technologie est quand même importante, que la technologie, la cartographie nous permettra d'être invincibles. Je crois que
on parle beaucoup en matière de terrorisme de résilience, c'est-à-dire la capacité des sociétés à encaisser les chocs, une notion qu'on trouve chez des psychologues comme Boris Cyrulnik, etc., mais qui ont été appliquées à la question stratégique. Je crois qu'un des éléments de la résilience, c'est d'accepter l'idée que l'invulnérabilité et l'invisibilité n'existent pas, de même que la perfection n'est pas de ce monde. Donc, et ça, c'est déjà un des premiers ressorts. Mais toute la difficulté étant qu'on est dans des sociétés qui ont vécu dans des climats de paix tels que l'hypothèse de la guerre est une hypothèse qui est quasi inconcevable. Alors, bonsoir. Vous avez utilisé, si vous me permettez, une phrase, vous avez dit « la ruse, c'est l'arme du faible ». Et par contre, quand on voit les exemples depuis la guerre de Troie jusqu'aux différentes attaques terroristes qu'il y a eu, on voit qu'à chaque fois, il y a eu du succès. En fait, ces attaques ont plutôt été couronnées par des succès qui ont même été revendiqués. Et si également on veut bien s'interroger, on va bien se dire que en réalité, la rue, c'est pas tout esprit simplet qui se lève le matin et qui invente une stratégie et qui est couronné de succès. Sinon, Daesh ne revendiquerait pas des attaques qui ont déjà été couronnées de succès. Ils annonceraient ce qu'ils feraient et ils diraient, voilà, c'est arrivé et puis voilà, on a gagné. Donc, je ne sais pas si vous pouvez m'éclaircir un peu sur cette partie-là, la rue, c'est l'arme du faible. En fait. Oui. Merci. Bien sûr. Merci parce que ça me permet de revenir aux origines de mon propos. C'est qu'en fait, souvent, le fort, celui qui dispose de moyens supérieurs aux autres, c'est ça que je veux dire, de moyens militaires, économiques, politiques, celui qui domine, celui qui est hégémonique, ne croit pas avoir besoin de la ruse, parce qu'il estime la force, c'est aussi une certaine image de soi-même. Vous évoquez l'exemple d'Alexandre. Alexandre n'utilise pas l'opération de nuit, l'opération de surprise, parce qu'il estime qu'il est plus fort et que cette victoire, en quelque sorte de raccro, si vous me permettez l'expression, sera considérée comme à la fois moins honorable, moins juste et moins efficace du point de vue des objectifs politiques et stratégiques qu'il s'est fixés. En revanche, celui qui n'a pas ces moyens, celui qui est structurellement plus faible, conjoncturellement plus faible, lui va être amené à utiliser la ruse parce qu'en quelque sorte, de même qu'Ulysse pense au cheval de Troie, parce qu'Ulysse n'a pas les muscles, la vertu ou la puissance d'Achille. Et donc la ruse est un moyen pour lui de se distinguer et d'obtenir des résultats qu'il n'aurait pas obtenus par des moyens entre guillemets conventionnels. C'est cela que je voulais dire à propos de la ruse comme arme du faible. Et regardez dans tout l'imaginaire, encore une fois, de la culture populaire, le rusé, c'est souvent celui qu'on va sous-estimer parce qu'il est faible et donc il va utiliser la ruse, il est malin, c'est le petit malin, celui qui va contourner les problèmes. Ça ne veut pas dire que le fort n'utilise pas la ruse. Hein, attention, hein, c'est pas parce qu'il y a une incitation plus forte chez le faible à utiliser la ruse que chez le fort que le fort n'utilise pas la ruse. Bien entendu qu'il l'utilise. Il peut l'utiliser. Après tout, les Grecs n'étaient pas faibles. Ils n'étaient pas beaucoup plus faibles, beaucoup plus forts que les Troyens. Lorsque les Romains utilisent la ruse, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont certes forts, mais qu'ils ont besoin de la ruse pour affronter un ennemi comme Hannibal, en plus de la force. Autrement dit, c'est une phrase que j'utilise dans le livre, en paraphrasant un peu Pascal, la ruse sans la force est impuissante. Mais la force sans la ruse est aveugle. Okay, donc, vous voyez, la ruse seule ne permet pas de l'emporter. Elle permet de mettre en échec ponctuellement, mais elle ne permet pas de l'emporter. La ruse a besoin de la force. Mais inversement, la force seule est aveugle parce qu'elle ne voit pas précisément la dimension d'intelligence et la dimension, ce que j'appelais empathique, de la stratégie. C'est ça que j'essaie de dire. Et donc, de ce point de vue, le fort et le faible sont en quelque sorte placés sur un pied d'égalité d'une certaine façon parce qu'ils sont soumis à la même logique pour vaincre. Donc
Donc le faible ne peut pas rester faible, s'il veut vaincre, il doit redevenir plus fort. C'est ce que dit Machiavel, en disant que le prince qui veut devenir, l'apprenti prince qui veut devenir prince, au départ il est faible, c'est un homme privé, nous dit Machiavel, il veut conquérir le pouvoir. Il essaie de conquérir le pouvoir par la ruse, et sa ruse lui permet de gravir les échelons, et quand il est devenu fort, il doit en quelque sorte dissimuler sa ruse et donner le sentiment qu'il est juste, qu'il est honorable, qu'il est... Voilà. Et ensuite la ruse en quelque sorte disparaît derrière la force. Mais elle est toujours là. Simplement, elle est dissimulée derrière une rhétorique de la force. C'est ce que Machiavel a bien vu, et dans l'exemple romain. Vous le voyez en politique tout le temps. Bonsoir. Vous avez parlé de terrorisme comme étant un mode d'action. La ruse utilisant le terrorisme comme étant l'arme du faible, ne nécessitant pas forcément beaucoup de moyens et pouvant être employée contre un ennemi fort. Dans cet ordre d'idée, je voulais savoir si on considère que ce mode d'action peut être employé par un État contre un autre, même en temps de paix. Est-ce qu'on peut pas considérer, selon vous, que les attentats terroristes sont d'abord des faits d'origine étatique? Merci pour votre intervention. Difficile. Non, je ne crois pas. Ce qui est vrai, c'est que dans le cas de Daesh, on est dans un cas un peu différent d'Al-Qaïda, dans le sens où Daesh dispose se revendique comme étant un État islamique qui n'est pas de droit du point de vue du droit international, mais qu'il veut être du point de vue de la légitimité qu'implique l'État. Par exemple, Daesh, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais à l'époque où Daesh était plus fort, levait l'impôt sur une partie du territoire entre l'Irak et la Syrie, levait l'impôt, organisait par des politiques sociales les crèches pour garder les enfants, etc. Toutes les prérogatives, en quelque sorte, politiques, étatiques, institutionnelles. Évidemment, dispose aussi d'une armée qui est autrement plus redoutable et formée et nombreuse que Al-Qaïda, où finalement, ce qui a en fait été à l'origine de Daesh, c'est le constat que la stratégie d'Al-Qaïda, qui est une stratégie en quelque sorte de une stratégie non territorialisée, eh bien, était une stratégie qui menait Al-Qaïda à sa perte. Alors que Daesh a dit en quelque sorte, enfin ses doctrinaires, ses penseurs ont dit qu'il fallait territorialiser la lutte pour en quelque sorte être pris au sérieux dans un contexte où le terrorisme ne pouvait pas être indéfiniment l'arme d'un faible qui est dans les montagnes afghanes ou pakistanaises. Donc on voit bien que finalement la guerre contre Daesh redevient en quelque sorte, ou reprend en partie les formes de la guerre interétatique, avec l'idée qu'il y a deux légitimités qui s'affrontent. Bonsoir. En fait, moi, je voudrais rebondir sur une formule que vous avez eue. Vous avez parlé du risque d'un climat de défiance lorsqu'on rentre un peu dans un tout sécuritaire. Du coup, je voulais éventuellement connaître votre avis, si vous voulez bien, sur la décision politique récente de vouloir un petit peu inscrire l'état d'urgence dans le droit commun avec la loi antiterroriste qui est passée récemment au Parlement. Merci. Là, on sort de ce que j'ai indiqué. Écoutez, moi, je vais vous parler franchement, je suis plutôt d'inspiration libérale, au sens politique du terme, soyons clairs, parce qu'il y a souvent des méprises sur le mot libéral. Pour moi, le libéralisme, au sens classique du terme, c'est le fait de considérer que l'État est d'abord le garant de l'État de droit, qu'il assure justement les droits individuels, qui garantit les droits individuels. Et donc je suis particulièrement attentif à la réduction des libertés et à la nécessité que le citoyen reste en quelque sorte protégé des abus de pouvoir et d'un État qui serait en quelque sorte trop oppressif. Donc je crois qu'en matière de lutte antiterroriste, il faut être extrêmement vigilant, et je suis plutôt d'accord avec mon collègue, par exemple Olivier Beau, qui a écrit un certain nombre de travaux sur l'état d'urgence pour expliquer qu'on ne peut pas indéfiniment prolonger l'état d'urgence et qu'on ne peut pas, a fortiori, constitutionnaliser l'état d'urgence, tel en tout cas que ça avait été envisagé. Et donc, à un moment, et finalement, ça a été abandonné. Donc je suis plutôt sur cette position qui consiste à défendre un certain nombre de principes républicains et libéraux en même temps.
ce qui à mon avis est aussi un des caractéristiques, je crois, de la perspective française. Et de ce point de vue-là, on n'est pas si éloigné que ça des questions qui s'étaient posées aux États-Unis. Et d'ailleurs, à l'époque, aux États-Unis, quand il y a eu le Patriot Act, on a fait beaucoup de leçons pour dire les Américains ne sont pas capables de défendre leur liberté, etc. Et puis nous, on se rend compte qu'on s'aperçoit qu'on est tout aussi soumis à ce genre de choses quand des attentats arrivent. Donc je crois que de manière générale, il faut être très vigilant et surtout, faire en sorte que le législateur ne soit pas lui-même saisi par la panique morale. Et ce qui est quand même un peu, je trouve, un des problèmes aujourd'hui du débat public, c'est l'hystérisation du débat, le fait qu'on ne peut plus, on a le sentiment qu'on ne peut plus débattre sereinement de questions qui sont graves, qu'il faut tout de suite monter aux extrêmes, tomber dans des excès, des caricatures. Ça tient, je ne sais pas à quoi ça tient, il y a sans doute plusieurs facteurs, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas que la panique morale n'est certainement pas bonne conseillère, et qu'en matière de droit, il faut être extrêmement prudent. Et je ne sais plus qui disait, vous allez m'aider, qu'en matière constitutionnelle, il faut toujours avoir une main extrêmement tremblante avant de faire le moindre changement. Donc, je ne sais plus si c'est Michel Debré ou... Enfin bon. Donc, je crois que c'est... Ou De Gaulle. Je crois que ça, c'est très important. Voilà, le fait qu'on est dans une sorte de dictature de l'instant qui fait qu'on perd de vue le recul nécessaire dans la rédaction de la loi et dans le fait qu'il faut conserver une forme de sobriété législative. Bonsoir et merci pour votre intervention. Je voulais vous poser une question. Quand vous avez parlé tout à l'heure des Romains qui en fait créent une sorte de distinction entre la ruse militaire et la perfidie ennemie. Où en fait... Ah, pardon. J'ai une mauvaise vue. Non, mais je suis c'est pas grave. Par rapport, en fait, est-ce que, je suis malheureusement sans doute conditionnée, mais est-ce qu'on peut considérer que finalement ces distinctions existent réellement dans le fait où je pense notamment au terrorisme, où par exemple les organisations terroristes vont prétendre vraiment le faire, récolter de l'argent pour des orphelinats, etc. Ils vont en fait financer des attentats. Est-ce qu'on peut considérer ça comme de la rue stratégique ou plus comme de la perfidie Alors, oui, merci. Là aussi, ça me permet donc de donner la définition juridique, ce qui sera utile, je pense, pour ceux qui font un peu de droit de la guerre, ou même pour ceux qui n'en font pas, ça vous donnera un élément de compréhension de ce droit. En droit des conflits armés, la perfidie se caractérise par l'atteinte à la bonne foi, qui est un principe juridique fondamental. La perfidie, étymologiquement, signifie le fait de rompre la fides. La fides, principe romain fondamental de bonne foi, de confiance. D'ailleurs, ça a donné dans le vocabulaire l'expression de monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les billets de banque, où quand vous prenez un billet de 20 €, vous faites confiance dans l'idée qu'il correspond bien à 20 €. Eh bien, la fides, c'est la confiance. Et donc, la perfidie, c'est la rupture de la confiance élémentaire entre humains. Je disais tout à l'heure que même dans la guerre, je ne sais plus si je le disais, mais en tout cas, je le dis ou je le redis, que même dans la guerre, il y a un état de confiance minimale entre les belligérants. Et donc, la ruse de guerre qui consiste à dire, je veux dire, interdire les ruses de guerre, ça reviendrait à interdire l'intelligence à la guerre. Le fait que vous mettez en place un guet-apens, une embuscade, une fuite simulée ou je ne sais quelle ruse, ne va pas être prohibé, parce que autant dans ce cas-là considérer que le stratège doit aller prendre sa retraite immédiatement. En revanche, la perfidie est caractérisée juridiquement, par exemple, et c'est un certain nombre de cas qui sont listés donc, dans les conventions de La Haye, dans les protocoles additionnels en l'occurrence, c'est le fait, par exemple, d'endosser l'uniforme de la Croix-Rouge pour, en fait, quelque sorte, faire croire que vous êtes un humanitaire, que vous allez soigner des combattants ou des civils, et en fait, vous utilisez ce statut d'humanitaire pour aller attaquer l'ennemi. Là, évidemment, c'est très problématique, et c'est une atteinte à la bonne foi, puisque à ce moment-là, ça veut dire que vous n'allez plus jamais faire confiance dans la Croix-Rouge, ou plus faire confiance du tout dans les uniformes humanitaires,
parce que tout simplement vous allez penser que face à vous, vous n'avez pas un humanitaire mais un soldat déguisé. Donc là, on est typiquement dans quelque chose qui est fondamental pour le droit de la guerre, qui est la distinction entre le combattant et le civil, et a fortiori entre le combattant et le civil qui est préposé à la médecine ou aux soins de manière générale. Donc là, on voit bien que la perfidie peut être caractérisée juridiquement de manière, par le droit positif. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un jugement moral comme je l'indiquais à propos des Romains. On peut quand même arriver à une forme d'objectivité juridique. Voilà. On va prendre une dernière question. On peut prendre 2 questions de suite, éventuellement j'essaie de coupler. Merci. Voilà. Comme vous l'avez dit, durant la Seconde Guerre mondiale particulièrement, les Occidentaux, donc les Alliés, et aussi les Allemands, étaient un peu maîtres dans ce qu'on appelle la ruse. Ils ont fait les meilleurs plans, etc. Vous avez parlé des Américains et des Anglais, mais les Allemands ont aussi fait des trucs qui sont assez impressionnants. Comment est-ce que vous expliquez que si on avance de 70 ans, les Russes interviennent en Ukraine, en Crimée, et on semble tout à coup se réveiller d'un coma stratégique et on redécouvre la guerre. On va même jusqu'à appeler quelque chose la guerre hybride, oui, alors que les Allemands ont fait exactement ça en Pologne et dans les Sudètes en République tchèque. Donc, tout à fait. Enfin, en Tchécoslovaquie. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne sais pas si je rassure, mais en matière de ruse, les Russes ont été les premiers à théoriser ça au XXe siècle à travers le concept de maskirovka dès les années 20. La maskirovka signifiant une sorte de dissimulation, camouflage, tromperie, etc. Et les Russes ont été vraiment moteurs en matière de ce qu'on appelle l'art opératif, c'est-à-dire l'art des opérations qu'on qualifierait aujourd'hui d'hybrides. C'est-à-dire que vous allez combiner en quelque sorte des moyens classiques, des moyens conventionnels avec des moyens extra-militaires, des moyens qui ont à voir avec la stratégie d'influence, avec l'intoxication, etc. Donc ça, de ce point de vue-là, les soviétiques étaient particulièrement attentifs à cela. Dès les années 20, on a des théoriciens qui ont développé ça, et c'est très bien documenté. Et de la même façon, il y a eu un certain nombre de batailles pendant la Deuxième Guerre mondiale entre les Allemands et les Russes, où les Allemands ont utilisé la ruse contre les Russes, et réciproquement, les Russes ont utilisé des stratégies d'intoxication. Donc, si vous voulez, ce qui est employé aujourd'hui par les Russes en matière de guerre hybride, etc., c'est rien de nouveau. Hein. C'est juste que ça a été particulièrement, disons, théorisé et inscrit dans l'art de la guerre russe, après, disons, le moment Helsinki, par Poutine, qui est lui-même un ancien agent du service secret. Donc pour qui cette culture-là de la maskirovka est tout à fait commune et normale en quelque sorte. Comment expliquer que nous on oubliait ça? Nous? Ah pardon. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on se réveille? Ben justement, c'est ce que j'essayais de vous expliquer à propos de la démocratie. C'est-à-dire que fondamentalement, la culture démocratique n'est pas une culture qui va valoriser ça. Alors que dans une culture militaire au sens strict, qui va valoriser, disons, le savoir-faire militaire avant des considérations normatives liées à la démocratie, ben, si vous voulez, tous les moyens sont bons en quelque sorte. Donc, alors qu'en démocratie, on est quand même plus attentif, et à juste titre, à la légitimité des moyens et au fait de ne pas franchir un certain nombre de limites. Ce qui peut être une source d'affaiblissement. Donc ça implique que les démocraties se renforcent, mais ces questions-là étaient déjà posées à l'époque des menaces nazies, par exemple, et toute proportion gardée, bien entendu. Bonsoir. Alors, c'est la dernière question, je crois. Et je voudrais revenir sur Machiavel. Oui. Si on suit sa logique selon laquelle il faudrait un usage permanent de la ruse, est-ce qu'en fin de compte, ça fragilise pas un peu l'authenticité relationnelle, enfin, oui. les liens de confiance qu'ont les États entre eux? Est-ce qu'on peut survivre dans un monde si on est tout le temps aux aguets et on n'a pas vraiment confiance en l'autre? Tout à fait. Ben, c'est pour ça que j'insistais sur cette notion de fides qui est fondamentale dans une société, évidemment, si c'est vraiment la magnifiquement écrit. Mais justement, Machiavel nous dit que la ruse en fait du prince, je n'ai pas eu l'occasion de le détailler, la ruse du gouvernant, c'est une ruse, la suprême ruse, c'est celle qui ne se voit pas. C'est une ruse où en fait la ruse du prince,
c'est l'idée d'un prince aux 1000 visages, qui montre tantôt un... Parce que Machiavel nous dit que le prince ne peut pas avoir toutes les qualités, car les hommes ne peuvent pas avoir toutes les qualités. On ne peut pas être à la fois franc et dissimulateur, généreux et avare, etc. Sauf que le gouvernant, lui, dans certaines situations, doit montrer un visage d'avare et le lendemain un visage généreux. Un jour un visage franc et le lendemain plus dissimulateur. Et donc pour paraître avoir toutes ces qualités, Machiavel nous explique que c'est la ruse qui permet au prince, en quelque sorte, de montrer des visages sans cesse différents. Et c'est dans l'esprit de Machiavel, c'est pas du tout un monde, comment dirais-je, invivable. C'est un monde qui est rendu plus vivable qu'il ne l'est au départ, sachant que Machiavel est quand même très pessimiste, mais un monde devenu plus vivable par justement un art de gouverner supérieur. C'est ça la grande idée de Machiavel. Et encore une fois, on peut effectivement douter de cette idée, mais je peux vous assurer que c'est quelque chose qui est tout à fait actuel. Et qu'en réalité, les princes modernes, j'ai pas mal d'exemples. Prenez quelqu'un de remarquablement tacticien, comme Angela Merkel, par exemple. C'est quelqu'un qui a un art de gouverner qui est particulièrement impressionnant. Et si vous regardez le documentaire consacré à son parcours, vous verrez qu'en matière de conquête du pouvoir et de conservation, elle a parfaitement compris le langage machiavélien. Est-ce que pour autant, en Allemagne, tout le monde se regarde avec terreur à tous les coins de rue? C'est pas sûr.